On arrive bientôt dans le chat, hein. Donnez-moi quelques instants, on a un petit problème technique au niveau du stream. Je vais corriger ça et on s'en vient. Soyez patients. Le train de la hype est encore là, allez-y là. Utilisez-les, embarquez dans le train, chouchou, on est parti là. Physique quantique et espace. Personne n'en parle. Avec Yann Gon sur Twitch.tv. Et là, normalement, on nous entend, Daniel. On est tous les deux en live. Oh yes! On nous entend. Laisse-moi juste vérifier que tout est bien parfait. Et on devrait normalement nous entendre et nous voir. Donc, je te vois dans mon interface. Tu me vois. Bonsoir. Salut. Est-ce que les gens dans le chat nous voyoument? C'est du latin. C'est du latin, hein? Ouais. Nous voyoumes. Ici, on parle latino. J'ai fait ça pendant 1 an, du latin à l'université. Donc, ce que je viens de dire, c'est vraiment ça, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous entendez bien Daniel? Juste pour être sûr que on entend bien Daniel, je vais baisser un peu le son du Spotify. Voilà. Je ne chanterai pas, mais je peux causer. Puis, c'est ça. Si les gens m'entendent, tant mieux. Sinon, nous trouverons le moyen. Oui, on t'entend. On te dit bonsoir, Daniel, dans le chat. On t'entend très bien. Bonsoir à Daniel, tout le monde. Merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation de ce... Attends, je vais juste tourner mon micro. Ok. Pour ce soir, hein, merci beaucoup, c'est très gentil. Et là, je trouve que tu es très brillant, hein, dans tous les sens, Daniel. Tous les sens du terme, Daniel. Tu es d'une brillance incomparable. Et moi, je suis mais dans tous les sens aussi, fait que j'essaye de me rendre un peu plus brillant. Donc, j'invite des gens qui éclairent la scène avec moi. Mais c'est bon, c'était juste pour combler Je peux tamiser l'ambiance, si tu veux. Non, c'est moi qui avais un mauvais réglage. C'est correct, ne te dérange pas pour ça. J'ai jamais essayé le soir comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Hein. Ça fait... Ah, ça fait le parrain. Daniel est le parrain. Ah, je vais mettre un peu plus de lumière. Non, bah, tu peux laisser ta lumière. Mais c'est moi qui avais... Quand je change de cam, on dirait que la luminosité embarque pas, donc ça fait ce que ça vient de faire. Je suis vraiment très sombre. Puis toi, t'as beaucoup de lumière, donc c'est normal que ça fait ça. Donc... Ouais, t'as toujours été du côté sombre de la force. Oui, effectivement. Tu bois quoi? Tu bois-tu quelque chose ce soir, Daniel? Ben là, je suis sur mon éternel café, mais un café astronomique avec une tasse que ma fille m'a offerte. Fait que j'en profite. Le dimanche soir, je suis moins alcool un peu. Une tasse astronomique, c'est parce que sa tasse elle est grande, elle est astronomique. C'est ça qu'il veut dire. C'est que c'est astronomique, ouais, comme tasse. Dans le chat, on a du monde avec nous. On est plus de 20 personnes, Daniel, ce qui est très cool. Et puis nous avons avec nous un historien aussi. C'est un historien, mais qui game. Il s'appelle Elfrank. Il est dans le chat avec nous. Quand il joue, il explique les jeux à sa manière à lui, en donnant une portion de l'histoire dans son gaming. C'est super intéressant. Un très beau bonhomme d'ailleurs. Ça devait être beau dans Assassin's Creed. Oui, exactement. C'est exactement ça. Il joue beaucoup aussi à des jeux comme cela, puis il relate pas mal de faits en lien avec l'histoire. Et c'est très, très, très intéressant. Parlons de trucs intéressants, Daniel. Je t'avais demandé de venir ici parce qu'on voulait discuter
de l'espace. Parce que moi, le dimanche, Daniel, je pars sur une dérape, puis je suis pas un expert en rien. Je suis un fouineur en tout. Hein, on va dire ça comme ça. Je fouine en tout. Et on a pas mal parlé d'espace, on a parlé de paradoxe de Fermi, on a assisté avec un ami à moi à certains petits détails sur Persévérance qui a à Marcy. Ouais, à Marcy sur Mars. Je crois que le terme fera école à un moment donné, mais à Marcy, oui. Donc, de rien, vu que tu me dis Marcy, je te dis de rien, c'est réciproque. Mais tu vois, ce soir, je me suis dit, bon, tu m'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça, que tu avais fait une découverte assez hallucinante. J'étais comme, je t'ai posé plein de questions, je me suis dit, mais comment c'est possible, ces découvertes-là, en tant qu'amateur, astronome et non astronaute amateur, si je puis dire. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va parler de ça ce soir. Et les gens qui sont dans le chat avec nous peuvent aller ici sur le lien que j'envoie, Astrobin User Lexis, pour aller voir les différentes images que Daniel a prises, qu'il a retravaillées et qu'il partage sur son espace Astrobin. Donc allez-y. Et là, je vais faire un dernier truc, Daniel, avant qu'on commence. C'est de désactiver les alertes. Parce qu'en ce moment, j'ai toi qui me parle dans les oreilles. Bah, à date, c'est pas mal moi qui parle pour l'instant, mais ça va venir. J'ai la musique de fond du stream qui roule dans mes oreilles. Et j'ai des alertes qui peuvent aussi, des alertes de gens qui suivent la chaîne, qui peuvent popper dans mes oreilles. Donc je dois absolument, pour ma santé mentale, désactiver tout ceci. Et je vais faire ça genre là. Aucun écartèlement psychologique ce soir. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le temps que je fais ça, vous avez aussi dans le chat ici, hein, si vous tapez point d'exclamation question, mon bot vous donne un lien vers un formulaire, un Google Form, qui vous permettra, mais je suis bête en fait, Streamlabel, qui vous permet, avec votre compte Google, de vous connecter à ce formulaire et d'aller poser vos questions à Daniel. Je prendrai les questions à la fin du live avec grand plaisir. Donc je mets sur pause toutes les alertes possibles. Donc ceux qui vont faire des follow durant la soirée, je ne pourrai pas, je vais les voir, mais je vais pas danser sur le follow comme je fais habituellement en étant en entrevue. Donc j'essaie de garder ça sérieux, mais en étant quand même, un minimum un peu idiot, parce que il faut s'amuser dans la vie. Donc pourquoi j'entends juste le Daniel? En fait, pour t'expliquer, Daniel, c'est drôle parce que j'ai joué à un jeu, je t'avais dit ça, je pense, la dernière fois. Et dans le jeu, il y avait une chèvre. Et la chèvre, quand je passais à côté d'elle, on dirait qu'elle a crié « Daniel !» Et on était comme tous dans le chat, on a fait comme genre, mais pourquoi? C'est bizarre. Fait que sur Twitch, on peut faire des séances, des clips de sessions de jeu et réécouter ça après. Effectivement, en réécoutant, on a entendu Daniel. Et j'ai fait ensuite l'extraction du son. Et maintenant, quand les gens tapent point d'exclamation Daniel dans mon chat, t'as ce son-là qui pop dans les oreilles des gens et dans les miens, de la chèvre qui crie Daniel! Donc, mais là, ils pourront pas l'utiliser. Mais parce qu'on est en entrevue. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de ça. Je vais prendre 30 secondes, Daniel, pour que tu te représentes. Tu dis qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qu'est-ce que tu fais, tes passions et tout. Parle-nous de ça, Daniel. Eh bien, c'est un parcours un petit peu n'importe quoi. Moi, j'ai une vie de n'importe quoi. J'ai été enseignant, j'ai même passé par le militaire et tout ça. Mais non, toujours pas moins que j'étais récemment enseignant à la polyvalente, j'enseignais le français, mais un de mes passe-temps favoris, mon passe-temps favori, c'est l'astronomie. Et depuis une bonne quinzaine d'années, là, je fais de l'astrophotographie progressivement. Puis tranquillement, je suis venu à faire des photos de meilleure qualité, on se raffine, on devient plus fine-tuning, puis tout ça avec dans l'esprit toujours de faire le maximum avec le minimum possible.
parce que j'avais pas des fortunes à dépenser là-dedans. En astronomie, on peut se mettre à dépenser rapidement. On peut y passer. Est-ce que Toute sa fortune. est-ce qu'on peut dire, Daniel, que ce sont des montants astronomiques qu'on dépense là-dedans? Ça peut. Ouais, ok, parfait. Ma blague est Ça faite, peut. c'est bon. Mais effectivement, oui, parce que. Pour un portefeuille, je voulais aller dans quelque chose qui était gamme intermédiaire, mais le moins cher possible, mais avec le maximum de qualité possible. Fait que je suis arrivé à un résultat au fil des années assez intéressant. Puis, je vous dirais, là, pour le prix d'un skidoo, là, on fait pas mal de choses en astronomie. Ce qui fait que c'est ça. Et là, depuis quelques années, depuis 2, 3 ans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la photométrie. C'est que je réservais au départ quelques séances d'astronomie par année à faire de la photométrie. Je mesure la luminosité d'une étoile variable. Parce que s'il n'y a pas de changement, ça ne vaut pas la peine, ou presque. Mais je mesure des étoiles variables, puis j'envoie ces données-là que je traite à un centre, une base de données aux États-Unis qui rassemble les données de à peu près tous les amateurs et les scientifiques du monde entier peuvent aller puiser là-dedans pour faire des recherches, soit pour corréler des données qu'ils ont. Et c'est ça que je fais depuis un bon moment, là. Mais là, tu me dis mesurer des. Mais tu mesures pas ça avec un galon puis un Ikea, là. Non. Il faut des outils pour ça, pour mesurer, là. Comment tu t'y prends? Bon. L'idée, c'est de capter de la lumière. Je vais mesurer la quantité de lumière qui va venir frapper le capteur de ma caméra. Et le logiciel, lui, va pouvoir compter ces, ces électrons-là qui vont venir frapper, ou en fait les photons. Et ensuite, on va mesurer cette quantité-là, puis elle va fluctuer. Des fois, elle est plus brillante, plus de photons, moins brillante, moins de photons. Donc, on est capable de faire cette équation mathématique-là. On le fait par logiciel et on se place avec 2 étoiles de comparaison qui, elles, on sait qu'ils ne sont pas variables. Donc, elles, ça sera notre étalon avec lequel on va pouvoir partir. Donc, on va soustraire la variation qu'il y aura de ces étoiles de calibration-là aux images. Puis ensuite, on va avoir la bonne luminosité de cette étoile-là. Quand je prends des photos, oui, Quand tu dis, Daniel, variation de luminosité, les étoiles ont une luminosité définie ou oui, ça. Oui? Ok. Et la ça. plupart. Ok, donc ça, il y a un standard sur lequel tu te bases pour pouvoir dire que une étoile varie, genre, de luminosité. Oui, il faut se trouver un étalon sur lequel c'est relatif. On va mesurer une différence qu'on appelle la magnitude, une différence de brillance au fil du temps. Donc, il faut photographier pendant une certaine période de temps. Il y a des étoiles qui fluctuent très lentement. Il y en a qui vont fluctuer plus rapidement. Il y en a qui ça va être en quelques heures et vont avoir fait une variation de luminosité. Il y en a qui font ces observations-là, même à l'œil nu. Ils vont passer des soirées à faire de l'observation visuelle, puis ils finissent par être habitués, ils se prennent des étoiles de comparaison, puis hop, OK, elle a descendu, donc une demi-magnitude, OK, une demi-magnitude encore, puis ils vont faire des petits graphiques. À l'œil, on est capable de le voir, mais il faut l'expérience pour comprendre. Parce que si moi, je regarde le ciel et que je vois une étoile qui brille, et une autre qui brille moins à côté, je peux pas dire elle a varié. Non, c'est un entraînement. Donc, ce sont des observateurs d'expérience. Ils vont commencer des petites observations, puis ils vont finir par le faire. Mais je préfère encore le faire avec le logiciel. Ce sera plus rapide. Fait que je photographie une étoile pendant toute une soirée, pendant 3 heures, par exemple, à toutes les minutes. Je la photographie. Et ensuite, je mesure la luminosité de chacune de ces images-là et ça me donne un graphique, une courbe de luminosité, dépendamment du comportement de l'étoile que j'observe. Puis là, je vais pouvoir voir. Souvent, c'est des étoiles qui ont une jumelle, 2 étoiles. C'est souvent des systèmes doubles. Une tourne sur l'autre, puis quand l'une passe sur devant l'autre, elle vient. La luminosité baisse.
Et je peux mesurer cette baisse de luminosité-là, puis aussi l'augmentation. Ok, là, non, on va trop vite, là, c'est trop rapide pour moi. OK. C'est trop rapide, non, mais C'est ça, Co- co- tu me co- co- ralentis. comment on peut se rendre à vouloir faire ça de chez soi? C'est quoi qui t'a poussé à vouloir faire ça de chez toi? Moi, je suis encore loin dans la discussion, là. Moi, je suis encore en train de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait... En fait, je sais pourquoi, parce que moi aussi, je trouve ça intéressant. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça de chez vous? Genre, pourquoi pas prendre des images sur Internet puis faire des... Pourquoi? Ouais, au départ, je prenais des photos astronomiques, des photos de galaxies, des photos de nébuleuses. J'en fais encore d'ailleurs. Je n'arrêterai pas d'en faire. Mais j'ai croisé un monsieur à Rimouski du nom de Damien Lemay, qui est un astronome, physicien, que j'ai rencontré au club d'astronomie de Rimouski et qui progressivement m'a parlé de ce qu'il lui faisait. Et un soir, il m'a invité chez lui, il m'a montré comment utiliser le logiciel et j'ai dit, je vais m'essayer. Avec le matériel que j'ai, je pense qu'on peut y arriver. Il m'a dit, oui, tu devrais être bon. Fait que j'ai dit, faut que j'essaie. Alors, je me suis fait une séance de photographie. Mais là, cette fois-ci, au lieu de la traiter pour faire jolie, là, j'ai dit OK. Parce que c'est beau faire des belles images, mais on va les afficher, peut-être faire une exposition éventuellement avec ça. Mais après, ça reste là. Tandis que la science, elle va durer, on va avoir des données qui vont rester. Puis j'atteste que nos données sont inspectées. J'ai une étoile que j'ai photographiée avec justement M. Lemay. On était le même soir sur la même étoile, puis on dirait qu'il y a quelque chose dans... Il y a eu un comportement particulier parce que chaque semaine, je reçois un rapport qu'il y a des scientifiques quelque part, dans ce cas-ci, je pensais au Japon, des étudiants, des chercheurs qui vont chercher ces données-là puis les consultent sur toute cette partie-là parce que j'ai photographié 3 heures ce soir-là. Fait que je Mais... sais pas ce qui s'est passé, mais les autres, ils voient quelque chose, puis j'ai comparé mes courbes avec celles de M. Lemay, qui a beaucoup d'expérience, puis sont identiques. Ok, fait que toi, ton observatoire fait maison que tu as chez vous te permet d'observer ces phénomènes-là. Mais tu sais, ces étoiles que tu observes là, est-ce que tu as une idée à quelle distance ils sont? J'imagine que oui, avec tous les données que tu as. Bah, c'est sûr que je vais compléter avec des données que je trouve sur Internet. Je vais aller voir des atlas qui existent maintenant en ligne pour voir les distances des étoiles qui ont été calculées. Pour le moment, la distance m'importe peu. C'est le phénomène qui va se produire sur place. Fait qu'à partir de données, je suis en mesure de m'illustrer ce qui est en train de se passer, ou ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Fait que je fais des étoiles variables, souvent étoiles doubles, mais récemment, j'ai fait un meilleur coup. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai répondu à une alerte de la VSO. C'est quoi la VSO, Daniel? C'est la American Association for Variable Star Observers. Ok, donc il y a une association qui regroupe des gens qui font l'observation de ces étoiles variables-là Oui. et qui documentent ces observations-là sur Internet à des fins de quoi? Ça donne quoi de faire ça? De recherche. Et donc, ça peut être, par exemple, un chercheur au Japon étudie le comportement d'une étoile. Il veut compléter ses données, puis il a des données partielles. Il dit, il me manque des données. Alors, il va lancer une alerte à partir de la VSO, ce chercheur-là. Il va déposer une alerte. Et moi, je reçois ça par mon courriel. Je consulte l'alerte. Ah, c'est dans mon ciel ce soir. Je vais lui collecter des données. Je vais l'aider, puis je vais y envoyer ça. Fait que je dépose ensuite mes données sur le site de la VSO. Et eux peuvent les consulter, puis justement, aider à compléter les données dont ils ont besoin. Parce que, dépendamment de là où tu es positionné sur la Terre, tu ne vois pas les mêmes choses. Non, pas toujours. Le ciel varie, donc d'une saison à l'autre, on va avoir différentes constellations qui vont passer, qui vont tourner autour de l'axe polaire en quelque part, là, mais oui, donc on va avoir un ciel différent de saison en saison.
je prends les étoiles qui sont à partir de l'observatoire que j'ai dans ma cour, là, mais un jour, j'en aurai peut-être plus. On verra. Donc, tu as capté ces images-là, ces données-là, et tu les as compilées et renvoyées au chercheur qui lui va permettre justement de... En fait, il fait quoi avec ces données? Je comprends qu'il les récupère, mais c'est à des fins de présentation au grand public? C'est à des fins... C'est quoi la finalité de ça? C'est de la recherche fondamentale pour la plupart. On veut comprendre des phénomènes astronomiques qui se passent à des endroits. On ne peut pas y aller. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est collecter la lumière qui nous en vient d'une façon ou d'une autre. On parle de différentes longueurs de lumière. On va avoir, comme nous, je fais du visuel, mais il y en a qui vont faire Bon, la NASA envoie des télescopes dans l'espace pour capter. On parle de Chandra, l'Europe a envoyé Corot, il y a Kepler, il y a toutes sortes de capteurs qu'on envoie dans l'espace pour aller chercher des données. Mais des fois, on veut compléter, puis on dit, OK, dans la portion visuelle, on n'a rien. C'est là que les amateurs arrivent, puis viennent donner un support de plus en plus d'ailleurs. L'ère du numérique nous permet de le faire. Qu'on n'aurait pas pu faire il y a 30 ans, là, il y a 30-40 ans. Fait que l'entrée dans le numérique a vraiment permis un accès à cela. Donc là, c'est une petite contribution à la science, mais je trouve que ça permet. Mais il arrive des affaires le fun, comme ce que j'ai capté dont je vais te parler. Là. Non, c'est cool parce que on peut se dire que peut-être on peut penser que ce genre de données-là, d'informations-là, est juste capté par des NASA de ce monde ou des gens avec des gros équipements et tout. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'avec l'équipement que toi, tu as chez toi, tu as été en mesure de capter ça. Et bien plus encore, là, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces images, allez-y, là, j'ai donné le lien tout à l'heure dans le chat. Il est encore là, le lien, juste ici. Allez faire un tour et voir les belles images qu'il a prises. Bien évidemment, les images que Daniel prend, c'est les images qu'il retravaille. Hein? Parce que ce qu'on voit, comme les images qui sont là dans le chat, il y a du travail visuel là-dessus. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi que ces données-là peuvent être utilisées et partagé à d'autres chercheurs, comme le vient de nous le dire Daniel, à des fins de recherche. Ça, c'est intéressant. Mais comment ça s'est passé, Daniel, pour que tu te rendes compte? Tu m'as dit que tu as reçu une alerte là, dans ton courriel. Fait que toi, tu as ouvert ton observatoire, tu as pointé vers l'endroit en question, puis ça fait genre « Ah, c'est bon, j'ai trouvé l'info, puis je l'envoie. » Mais comment ça se passe, en fait? En fait, je me suis programmé une séance de photographie, donc j'ai pris peut-être 180 photos pendant une période de 3 heures. Et ensuite, j'ai traité par logiciel pour que... Et ensuite, c'est un petit fichier, c'est un TXT que j'envoie, que je vais déposer. Mais ça dit des choses. C'est l'interprétation qu'on va en faire qui devient intéressante. Fait que récemment, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pointé cette étoile-là. J'ai vu les données, mais je savais pas. J'avais une courbe, mais là, c'est pas une courbe habituelle comme on a qui fait une belle courbe là, quand l'étoile passe devant l'autre. Mais là, c'était une courbe un peu plus saccadée, mais je voyais qu'il y avait une différence, augmentait ou diminuait selon les séances de photos que j'ai faites. Et j'ai dû aller fouiller. Pourquoi il y a cette alerte-là? Fait que j'allais voir. Et je me suis documenté davantage. Et là, je me suis rendu compte qu'ils sont en train de constater qu'autour de cette étoile-là, qui est une étoile relativement jeune, il y a un système planétaire en formation et qu'il y aurait eu, à partir de 2013, on a détecté à partir de 2013, que le comportement de cette étoile variable-là était déjà observé depuis un bon moment, mais son comportement était complètement inhabituel puis chaotique. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Là, il y a eu, pendant un certain moment, une espèce de buzz où on disait « Des extraterrestres, c'est ça, ils sont autour d'une étoile puis ils sont en train de... » Bon. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu que cette espèce de buzz-là. Et pour qu'une étoile fluctue comme ça, il y a effectivement une raison.
Mais avant de crier qu'il y a des extraterrestres quelque part, on va voir autre chose. Et c'est en analysant la lumière qu'on s'est rendu compte que ces fluctuations-là correspondaient sans doute à une collision planétaire entre deux planètes. Mais là, on voulait savoir de quelle nature ces planètes-là. Alors, on a pris le télescope Chandra de la NASA qui a mesuré en rayon X la lumière de l'étoile. Et on a constaté qu'une partie de l'étoile de la lumière en rayon X était absorbée, ce qui signifie du fer. Ça ne prenait que du fer pour absorber les rayons X émis par l'étoile. Ok. Donc là, c'est en train de me dire que on a observé une collision entre deux astres, c'est bien ça ou j'ai complètement zappé le truc, c'est bien ça? Alors imaginons la scène. Oui. On a deux planètes qui sont sur une trajectoire autour d'une étoile jeune. Le système est en formation et collision. Imaginez la quantité de débris qui va se dégager de ça. Mhm. Si ça avait été des planètes gazeuses comme des Jupiters, le comportement aurait été complètement différent. Mais comme on a mesuré, parce que l'étoile émet des rayonnements dans le rayon X, Ouais. on va regarder ce rayonnement-là et on constate qu'il y a une absorption de rayons X. Et pour qu'il y ait absorption de rayons X, ça nous prend du fer. Et là, présence de fer, planète de type terrestre. C'est-à-dire, c'est des planètes rocheuses. Et non pas des planètes gazeuses. Fait qu'on est capable d'identifier dans l'espace ce genre d'informations-là. Oui. Et ensuite de pouvoir dire que. Et de dénommer en fait ça comme exoplanète parce qu'il y a du fer dedans. Exoplanète, le terme signifie quoi? Juste pour nous là. Est-ce que tu peux nous donner le terme d'exoplanète? Très simplement, ce sont des planètes qu'on peut observer en dehors de notre système solaire. Ok. Donc, celle dans notre système solaire qu'on connaît, là, c'est Mercure, Vénus, Uranus, Neptune, Pluton, plus Pluton, mais alors on les a, mais c'est ça. Alors, ce sont des planètes à l'extérieur de ce système solaire-là. Et là, on commence à en détecter. On est rendu à plus de 4000, on doit arriver à près de 5000 là, de détecter de différentes façons, mais le plus souvent, c'est par des télescopes spatiaux en ce moment. Là. Mais des amateurs peuvent y arriver, c'est arrivé. Quelques occasions que des amateurs ont découvert des exoplanètes. Puis, il y en a qui commencent à en observer. Moi, je ne m'attendais pas de le faire. C'était un rêve. Je dis, OK, à un moment donné, je m'installerai. J'en avais dit. Je m'étais dit une que je pognerais pendant l'été, là, mais c'est pas encore arrivé. Mais c'est arrivé par un autre phénomène. Alors, j'ai photographié cette étoile-là. Et effectivement, là, on voit que ma courbe correspond avec soit des baisses ou des augmentations de luminosité. Ces baisses-là peuvent être des baisses dues parce que les matériaux passent devant. Ça obscurcit la lumière de l'étoile. Tu veux dire les débris? Oui. Ok. Si tu me permets, j'ai des graphiques. Je peux t'illustrer ça. Là, c'est une très bonne idée. Ce que je te propose, c'est envoie-les-moi sur Messenger parce que là, j'avouerai que j'ai stoppé mes affaires, mais j'ai pas pensé au partage d'écran dans la configuration dans laquelle on est. Est-ce que c'est possible d'envoyer sur Messenger puis je le partage sur mon écran puis on monte ça aux gens? Ouais. Je vais t'envoyer un petit dossier zipé. Ouh, je vais avoir accès à des informations privilégiées. Envoyez ça au bureau au bureau des... Comment ça s'appelle les gars dans Men in Black? Men in Black, voilà. Oui, dans le chat, on nous dit c'est vraiment incroyable quand même faire des découvertes comme celle-là. Mais c'est clairement fou, d'autant plus que ce sont des découvertes maison. Puis tu sais, j'imagine que ces découvertes-là ne sont pas non plus pas publicisées, mais médiatisées pour des raisons de ne pas faire capoter le monde non plus, j'imagine. De plus en plus, on le médiatise. Il faut distinguer. Pour avoir une exoplanète, on a constaté on sait maintenant que probablement la majorité des étoiles dans l'univers ont des systèmes planétaires qui orbitent autour.
Ça vient comme dans les mécanismes inhérents à la formation des systèmes stellaires. À la fin, il y a eu des poussières, des gaz. Nos étoiles ne sont pas des étoiles de première génération. Notre Soleil est probablement la troisième génération d'étoiles depuis la création de l'univers, depuis le Big Bang. Hein. Alors, il y a eu d'autres étoiles avant qu'il a fallu créer la matière de base, les premiers matériaux autres que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, ça a pris tout un processus. Puis après ça, de retransformer ces choses-là, ça a pris des supernovas aussi pour aller dans des matériaux plus complexes que le fer. Donc, je devrais être bon pour t'envoyer ça dans le Messenger dans un petit instant. Pas de problème, pas de problème. Merci Frank pour le host, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup mon ami. J'espère que dans le chat vous appréciez jusqu'à maintenant le contenu que Daniel vous livre. J'ai bien hâte de vous montrer des petits graphiques qu'il va vous envoyer. Et je vous rappelle, hein, dans le chat vous avez accès à des questions. Je vois qu'on a déjà des gens qui ont déjà envoyé leurs questions. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien ici, c'est juste ici. Et si vous avez des questions, ici, là, dans le chat, n'hésitez pas, on va les prendre aussi, écrivez-les, et puis je vais essayer de les traiter. Mais je vois que t'es un troll, Frank, vraiment. Bon. Je vais y aller photo par photo parce que c'est ça. Alors, première image, je vais t'envoyer Sauf si je me trompe, une grande partie des exoplanètes sont nommées à partir du télescope qui l'ont découvert. Exemple, Kepler 452b. Comment se nommera ton exoplanète? Fait on garde... Bah, tu peux y répondre. Vas-y, Daniel, je laisse répondre. Je ne l'ai pas découvert. Je ne l'ai pas découverte, cette exoplanète-là. Hein? J'ai seulement contribué à quelque chose confirmé. Mais c'est ça. C'est que toutes les données, là, ils sont pas mal sûrs là, que c'est ce qui est en train de se produire. C'est une collision d'exoplanètes. Et les débris tournent en orbite autour de l'étoile. Et l'orientation de ces débris-là arrive juste bien pour que ça vienne nous assombrir l'étoile dans le plan. Alors, je ne sais pas si tu as la première image que je t'ai envoyée. Oui, l'image en noir et blanc. En noir et blanc, moi je noir et blanc. Puis Daniel, on dit que tu expliques très bien dans le chat. Il y a une raison pour ça, Minibi. Daniel était enseignant. Donc on sent la pédagogie qui ressort en ce moment. Et c'est pour ça que je voulais l'inviter parce que je savais qu'il allait vous transmettre ça avec passion et pédagogie, si ça se dit. Donc voilà, je vous laisse apprécier ce qu'on voit à l'écran. J'essaie de faire simple. OK. Alors, ce qu'on a, c'est, dans le fond, les étoiles de ce ciel-là. Ce sont l'étoile qui est en plein centre de l'image. Mais vraiment en plein centre. On dirait que... je te montrerai, là, mais... En tout cas, il y a vraiment une étoile en plein centre. Il y a comme un petit demi-cercle là, qu'on a d'étoiles, là. Ok, ouais, je vois l'espèce de demi-cercle qu'on voit à l'écran. Je sais pas si c'est avec ma souris qu'on peut le voir, là. Mais je sais pas... Il y a comme un espèce... Ben, c'est comme un cercle d'étoiles, genre? Oui. Et là, okay, ouais. si tu suis, là, et bon, ben, il y en a une là, en plein centre, qui se trouve être en plein centre. Alors, cette étoile-là, c'est RW Aurigae, dans la constellation du Cocher. En fait, on va l'appeler RW du Cocher en français. Puis, c'est ça, c'est une étoile qui est maintenant qui est observée depuis très longtemps. La prochaine image, ce sont les données, les graphiques qu'on a compilés à l'AVSO et depuis à peu près 1920. 1920? Oui, on a sur la timeline, là, tu vas voir, là... Ah non, même avant, c'est 1910, avant 1910. C'est ça. Alors, on a compilé les données d'observation des gens. On faisait ça à l'œil nu à l'époque, ou avec différents moyens, mais plus ou moins efficaces selon la technologie de l'époque. Mais on l'a documenté. Et on voit que sa luminosité, on calcule les magnitudes, là, plus la magnitude est élevée, plus l'étoile est sombre.
Et plus la magnitude est faible, comme 8,5 dans le graphique, ben ça, c'est une magnitude d'étoile qu'on pourrait presque voir à l'œil nu. Donc, tu es en train de me dire que, si je reprends ce que tu dis, les points de couleur, on va prendre les points de couleur, ok? Oui. Points de couleur bleu ou rose qui atteint des magnitudes de 14 à 13,5. Ça veut dire que c'est plus brillant, c'est plus clair, genre? C'est que là, on voit qu'il oui, il y a des éclats plus, mais il faut faire attention à ça. C'est que ces couleurs-là vont correspondre à la façon dont on a observé l'étoile. Ok. C'est-à-dire que le vert va correspondre au filtre vert qu'on utilise le plus courant. Il y en a qui vont prendre des filtres H-bêta, puis il y a toutes sortes de filtres qui existent, dépendamment de ce qu'on essaie de mesurer. Mais ça, c'est le chercheur qui le détermine quand il envoie une alerte. Ok, Sinon, ok. c'est ça. Alors, je t'envoie une autre qui est la suite, en fait. On voit qu'à la fin du graphique, là, ça change beaucoup. On va se grossir ça. Je t'envoie la suivante. Oui, c'est bien elle. Oups. Tu me diras quand ça fait. C'est... Ok, là, on a plusieurs amas, là. Oui. Là, ce qu'on a maintenant, c'est à partir de 2013, fin 2013, début 2014, on se rend compte que, oups, il s'est passé quelque chose. Et on a justement des cycles. Il se passe de quoi? Il se passe rien. Il se passe de quoi? Il se passe rien. Et ça peut correspondre en même temps à une baisse ou à une hausse de luminosité. Attends. Fait que, attends. Si on prend les données qu'on a à l'écran, on voit que 2014, on a un amas. Donc, à peu près un an après, 2015, janvier, on a un autre amas. 2016, un autre amas. 17, un autre amas. Fait que, Oui. qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire avec ça? Parce que ça dure un an. C'est quoi le lien? Est-ce que c'est des données hasardeuses d'un an à un an ou c'est quoi le truc? Ben, pas. Il y a des débris qui circulent. Puis il y a des hausses qui peuvent être parfois subites. Je vais expliquer qu'il y a deux phénomènes qui se produisent simultanément. Mais on voit que ces données-là, et probablement, oui, c'est l'orbite. Alors, il y a un tas de débris qui en orbite, et quand ça passe devant l'étoile, on a une séance d'obscurcissement de cette étoile-là. Mais ça peut correspondre aussi à des périodes où il n'y a pas d'observation. Attention. Ok. Mais en tout cas, si on parle d'une collision d'exoplanètes, normalement, les débris vont avoir tendance à s'étaler tout le long de l'orbite. Mhm. D'une certaine manière, ils vont comme se répandre. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a des baisses de luminosité, les matériaux passent, dépendamment de leur grosseur, de leur quantité. Mais parfois, il y a des hausses de luminosité qui correspondent à un autre phénomène, c'est que des débris tombent sur l'étoile. Ok. Et ces débris-là vont, en fait, tombent sur l'étoile. Ça ne correspond pas aux hausses, mais les débris tombent sur l'étoile et vont correspondre à une baisse de luminosité parce que ça va apporter du fer à la surface de l'étoile. Et pour une étoile, le fer, c'est toxique. Si Ok. on voit ça, là, le fer, c'est le poison des étoiles. Ça les amène vers leur mort. Et parfois en supernova. Ok. Et quand on tombe, une planète rocheuse va tomber ou des débris de ferreux vont tomber sur la planète, il va y avoir une baisse de luminosité. Parce que ça va l'affecter. Puis ça va. En fait, le fer va aller l'affecter, donc ça va baisser sa luminosité? Ça va faire comme des taches. Ok. Qui vont apparaître. Et ce sera des taches plus sombres, probablement sur les lieux. On ne l'a pas visualisé, mais on voit qu'il y a des baisses de luminosité qui correspondent à ça. Fait que c'est ça qu'il y a deux phénomènes de baisse de luminosité. Donc, ceux des débris qui passent devant l'étoile et de certains qui tombent sur l'étoile. Et c'est ça qu'on arrive à voir, que les chercheurs vont avoir là-dedans. Et mes données sont arrivées là, dans la section 2021 à l'autre bout.
Je peux envoyer là. Prescription qui dit dans le chat, je suis heureux de deux choses. De voir Daniel tel que je l'avais demandé, oui, et aussi qu'on ait enfin trouvé Daniel. Oui, on a trouvé Daniel. Enfin, c'était en lien avec la blague de la chèvre qui dit Daniel. Donc, c'est pour... Daniel. Ouais, Daniel, c'est le prix d'un pour deux ce soir. Tu m'as envoyé une deuxième image? Ouais, je t'envoie. Ça, c'est maintenant le graphique de mes observations de cette soirée où je l'ai fait, donc le 16 janvier. Et on voit là la baisse et même une remontée de luminosité. En bas, là, c'est le petit graphique des étoiles de comparaison. Donc, on voit que si la majorité de mes étoiles, mes mesures sont entre les deux lignes vertes là, extérieures, je suis correct. Ça veut dire que mes étoiles sont bonnes, mais... Alors, on voit que ça descend de luminosité et ça remonte par la suite là, sur le petit graphique du haut. Ok, donc, Ouais. donc tous les points qu'on voit à l'écran à l'heure actuelle dans le graphique du haut, ça indique, comme tu viens de le dire, la luminosité de l'étoile. C'est pour ça que tu dis qu'il peut y avoir des variations, parce que au début, on est proche du 11,56, puis quand on avance un peu, on s'approche du 11,79 pour remonter vers le 11,57, pardon. C'est ça la variation? Ça. Okay. Oui, c'est à peu près ça. Donc, ensuite, moi, j'ai envoyé ces données-là à la VSO avec le fichier texte de tout ça. Et eux, je peux faire afficher le graphique en ligne sur leur site. Et je t'envoie une autre photo, puis on va pouvoir voir de quel ordre de brillance c'est réellement. Parce que mon logiciel, il donne pas tout à fait ça de façon claire. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as récupéré tes infos à toi, tu les as traitées dans ton logiciel et tu les as envoyées au chercheur pour que lui puisse combiner ça et puis donner ce qu'on voit à l'écran? C'est ça. Ben, en fait, je l'envoie dans une base de données. Puis le chercheur, lui, quand il voit qu'il y a des données qui sont entrées, il va aller chercher ça, puis les consulter. Et il peut télécharger ces fichiers-là, les analyser. Puis... Alors ici, on voit qu'en réalité, on est passé de 11,62 jusqu'à 11,69. Faut aller dans le milieu. Hein. Mettons 63 à 69, parce qu'il y a toute une marge d'erreur qu'on va se garder. On va faire une courbe à peu près dans le centre de tous ces points. Puis, je vous dirais, là, on arrive à 0,69, 0,68. C'est une détection dans le centième de magnitude. Donc, quand on monte ou descend d'une magnitude, on est dans une variation de x10. Donc, cette fois-là, ça devait être de l'ordre du millième de changement. Peut-être 1000 fois. Fait que c'est pas détectable vraiment à l'œil nu, évidemment. Ce ne sera pas détectable à l'œil nu. Une petite variation comme ça, mais avec des caméras, là, on peut arriver à faire ça. Mais là, il y a un truc qui me chicote. Je pose la question, je vais paraître bête, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre. Dans le graphique qu'on a à l'écran, on a à gauche la magnitude. Et en bas, on a le Julian D. En fait, j'ai deux questions. Magnitude, c'est écrit... En fait, un graphique dans ma tête, c'est que tu pars du plus bas et tu vas jusqu'au plus haut. Mais là, c'est écrit 11,71 en bas, puis en haut, c'est écrit 11,62. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus facile à lire comme une baisse de luminosité. Sinon, il faudrait lire le graphique à l'envers. Donc, c'est plus pratique comme ça, parce que plus le chiffre est élevé, plus la luminosité baisse. Donc, ça nous permet d'avoir ce graphique-là. Le Julian Days, c'est un calendrier julien utilisé en astronomie, qui offre un autre type de précision. Et c'est celui qui est utilisé, mais j'aurais pu le faire afficher en jour ordinaire. Là. D'accord. Ça répond à ma deuxième question. C'était ma deuxième question. Julian D. Voilà, c'est les jours de Julien. Non, c'est le calendrier julien. Aussi utilisé en alimentation, on nous dit prescription. Le Julian D.
Ah, Moi, je connais juste le King Julian. Je t'envoie 2 autres images qui, Oui. en fait, sont de la même soirée, mais j'ai fait ce qu'on appelle un flip de méridien pendant la soirée. Et donc, c'est non pas une observation sur 3 heures, mais je pense qu'on est sur 6 heures, une affaire comme ça. OK. Fait qu'il faudrait mettre les 2 graphiques bout à bout et on verrait une longue descente de luminosité. Ah, OK, oui, je comprends. Là, je peux pas le mettre bout à bout, mais je vois ce que tu veux dire. Quand je change d'image, je comprends le... Fait que ce genre d'observation-là, ça se fait pas, comme tu viens de le dire, en 2 minutes. Là, ça prend combien de temps à faire ce genre d'observation, Daniel? Ça prend la soirée plus un peu de temps d'analyse, là. OK, mais le Fait temps que d'observer, le temps que tu poses ton télescope vers cette direction-là, je veux dire que c'est pas comme faire une photo à longue exposition. non. C'est pas... C'est quoi le processus? Donc, ce que je fais, ce sont des photos. J'ai une caméra monochrome que j'utilise, spécialisée en astrophotographie. Et j'ai à ça une roue à filtre. Fait que je peux changer les filtres tout le long de la chose. Et là, je prends un filtre astronomique, le filtre V, qui est recommandé pour standardiser l'observation OK. pour la science. Et je photographie mon étoile. Des fois, ça dépend de la luminosité. Si on est dans les, mettons, 11 de magnitude, j'ai dû prendre des photos d'à peu près 20-25 secondes, tout au plus. Puis après ça, ben, je laisse une petite pause et bon, nouvelle photo. Mais je reste pas en arrière à cliquer pour chaque photo. Là. Je programme une série, puis après ça, je m'en vais écouter une série télé. Puis... Tu laisses ça rouler, puis ça passe Ouais. comme tout seul. C'est intéressant. C'est intéressant. On a... Je vais jouer à No Man's Sky après ça, pendant que ça prend des photos. Oui, non, mais c'est ça, j'ai vu que vous avez des questions qui sont rentrées là dans le Google Form. Je vais attendre un petit peu avant de les prendre. Parce qu'ils sont moins en lien avec la découverte de l'exoplanète qu'on a là. Mais je vais les prendre après parce que je trouve ça intéressant. Moi aussi, j'en ai une aussi après qui m'a allumé dimanche dernier. Je te la poserai si j'oublie pas. OK. Mais en tout cas, moi, j'étais bien content quand j'ai vu ça, puis que j'ai vu la recherche qui se faisait autour de cette étoile-là, puis j'ai effectivement une base de données, j'ai validé avec quelqu'un d'expérience, puis ah ouais. Fait que là, j'ai pas d'exoplanète, j'ai des morceaux d'exoplanète. Mais c'est quand même intéressant tout de même. C'est pas. Est-ce que c'est à tous les jours que ça peut arriver ce genre d'observation-là? Non, c'est pas fréquent. Bon, photographier des exoplanètes, ça commence à devenir chose de plus en plus courante, mais de voir, c'est qu'on assiste à la formation d'un système solaire naissant. Et là, avec tous les chaos, donc on est en train de se faire une idée grâce à ça de ce qu'aurait pu ressembler notre propre système solaire lors de sa formation. Avec des collisions. On parle de la Lune qui est une formation justement d'une collision entre possiblement 2 corps planétaires. Hein, et qui nous a donné cette lune-là qui gravite autour de nous. Donc, c'est un peu un phénomène comme ça là, qu'on est en train de voir à travers ces données-là. Fait que là, dimanche 28 mars 2021, 21h16, on est en direct sur Twitch. C'est quelque chose que j'ai jamais vu, hein. Ça se fait pas. J'ai jamais vu ça sur Twitch ailleurs, là, en français. Là. Vous avez jamais eu une personne sur Twitch qui est en train de dire qu'on est possiblement en train d'observer, essayer de comprendre ce qui est arrivé à la création de notre propre univers à nous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que peut-être que de ce bord-là, c'est ça qui est en train de se passer? Puis toi, ici, dans le fin fond de la Gaspésie, comme moi, avec ton observatoire, t'as observé ça? Est-ce que c'est ça que t'es en train de me dire en ce moment? Ouais. C'est fou, Daniel. Moi, je trouve ça hallucinant. Je sais pas si les gens dans le chat vous rendez compte de la pas de la gravité, mais de l'importance de la chose. De se dire que peut-être on va être capable, avec ces informations-là, plus tard,
de comprendre ce qui nous est arrivé, nous, puis comment on s'est formé, puis d'assister à ça. En fait, t'as assisté à l'accouchement de quelque chose. Bravo! Ah, j'ai déjà observé des petits phénomènes comme ça. J'ai déjà eu une supernova, moi, à un moment donné. Puis, mais c'était que j'ai entendu de quelqu'un qui me dit: Ah, j'ai entendu qu'il y avait une supernova dans telle galaxie. Ah, ouais, ok, je suis allé la photographier et de constater que je l'avais déjà photographiée dans le passé, genre 1 an auparavant, cette galaxie-là. Fait que j'ai juste animé les images, puis là, on voit le point qui apparaît, là, puis c'est brillant, là. Donc, fait que là, ben, j'ai fait comme une espèce de time-lapse de ça. Puis toi, toutes tes photos que tu fais sont directement sur le Astrobin, là, j'imagine. Là. Est-ce que tu as un autre endroit? Ouais. Est-ce que tu as un autre endroit où tu déposes... Ma page Facebook. Ok, c'est un truc personnel. Ouais, mais là, l'histoire de l'exoplanète, je ne l'ai pas encore mis sur Facebook. Ah, en plus? Ah, pourquoi? Non, moi, la première fois que j'en ai parlé à du monde, c'est au club d'astronomie de Rimouski. Depuis, je n'ai pas encore parlé à personne, à part vous autres. Là. Toi, tu le sais parce que t'es mon collègue de travail. Mais c'est ça. Autrement, j'ai pas annoncé ça. J'ai oublié. Il y avait d'autres choses à penser. Donc, des projets d'astronomie, entre autres, qui s'en viennent. C'est super intéressant tout de même que tu partages ça avec nous ce soir, quasiment en primeur. Puis, j'imagine que ce genre de recherche-là, si les gens veulent aller suivre ces découvertes-là, y a-t-il un lien quelque part de comment, de où qu'ils peuvent aller s'informer? Je t'envoie un lien, puis tu pourras le relayer. Ok, je vais... Pas de problème, envoie-moi le lien. Matan Beach, oui. Ouais. J'ai posé une question via Google, j'espère avoir une réponse, mais si je pense que c'est pas vraiment en rapport avec la découverte de l'exoplanète, mais c'est pas grave, on est là pour ça, on répondra à tes questions. Même si c'est pas en relation avec la découverte, n'hésitez pas à se poser des questions sur l'astronomie en général, ou l'espace. Est-ce que... faire de mon mieux. Je sais pas tout, là. Est-ce que vraiment des galaxies sentent quelque chose? Est-ce que ça sent les galaxies? Est-ce que des... Parce que j'ai lu, je sais pas qui m'a dit ça, je pense que c'est PO qui a dit ça, qui a quelque chose à quelque part dans l'espace qui a la même odeur que quelque chose sur Terre. Là, je dis des si et des mais, là, mais... On m'a parlé de ça à l'erreur, mais je sais plus c'était quoi le lien exact. Ça sent la framboise. Ouais, il y a un truc qui sent la framboise, mais je sais plus c'est quoi. On nous dit qu'on adore ta chaise, Daniel. Ah, merci. En tout cas, j'y suis bien. Oui, hein, on est bien, hein. Oh, je vous mets dans le chat le lien que Daniel nous a transmis. Si vous voulez vous aussi vous intéresser à ce qui se passe au-dessus de nous et au-dessus de vous, et peut-être même faire comme Daniel, puis vous trouvez une passion pour l'astronomie, vous équiper pour pouvoir observer l'espace, allez-y, le lien est juste dans le chat là. Fait allez faire un tour. À partir du moment où les gens se réconcilient avec le ciel, parce que c'est un élément, dépendamment où on se trouve. Moi, j'ai la chance d'être dans une région, semi-urbaine, mais avec pas encore trop de pollution lumineuse. Et je peux pas faire autrement que de sortir de chez moi. Je lève les yeux au ciel, c'est devenu un réflexe. Mais que les gens redécouvrent le ciel, parce qu'avec toute l'illumination des villes, en tout cas en milieu urbain, ceux qui ont la chance de vivre en campagne comprennent ce que je veux dire, mais on perd ce rapport-là avec les étoiles, alors que c'était quelque chose, et c'est encore quelque chose de fondamental pour tellement d'espèces animales qui se guident à partir des étoiles, puis nous, on vient perturber avec toutes sortes de lumières, des lumières Adèle, entre autres, qui vont être une catastrophe pour l'écologie des insectes. J'en suis convaincu. Ça perturbe leur migration souvent. Puis, mais bon, au-delà de ce discours-là, la lumière, on perd le contact avec le ciel. Puis moi, je suis d'accord avec toi parce que quand je suis retourné à La Réunion il y a 2 ans de ça, quand j'étais là-bas, j'observais déjà les étoiles parce qu'on a un observatoire à La Réunion, puis moi ça me passionnait ce qu'il y a au-dessus. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça attirant et beau. Puis on a la chance de voir la Voie lactée au-dessus de l'île de La Réunion, comme je pense ici vous l'avez jamais vu. Tu sais, ici on sort, on la voit, on la distingue, on la voit, mais
c'est pas... Ça éclaire pas exactement l'observatoire des Macs. Mais à La Réunion, mes parents vivent dans les hauts de l'île. Et en décembre, quand j'y étais, il était très tard. Je pense qu'il était minuit, je pense à demi. Puis j'allais faire un tour avec mon ami en voiture. Puis je lui dis, attends, je peux pas. Arrête là. On a éteint les lumières, on a fermé l'auto, on a regardé en haut. Puis on voit, ça traverse le ciel au complet, c'est large, ça éclaire, c'est beau. Tu te croirais ailleurs, genre, on dirait un truc photoshopé où t'as augmenté la luminosité des étoiles, mais c'est tellement vrai ce que tu vois, c'est... Ici, j'ai pas redécouvert ça encore. Je sais pas s'il y a des endroits où on peut observer ça comme ça ici, mais je pense pas. Parce qu'on n'est pas dans le même hémisphère. Est-ce que je me trompe, Daniel? Peut-être un peu. Parce que je dirais que si tu vas, je sais pas, si tu passes une nuit en plein parc de la Gaspésie ou loin de la pollution lumineuse, tu vas découvrir un autre ciel. Moi, ça m'est arrivé de dormir à la Belle Étoile une fois sur la réserve Matane, au sommet d'une montagne. Et j'ai eu droit à tout un spectacle. Puis, effectivement, oui. Et l'air de la Gaspésie, de l'est du Québec, c'est un air qui est très clair. S'il fait froid l'hiver, là, puis qu'on a la chance de ne pas être dans un endroit de pollution lumineuse, ça devient d'une clarté incroyable pour voir un très, très beau fond de ciel avec... l'été, c'est sûr qu'on a un peu plus d'étoiles parce qu'il y a la Voie lactée qui passe. Mais ça peut être un beau soir d'hiver quand il fait froid, l'air est moins turbulent, puis bon, mais c'est pas tout le monde qui veut aller se geler pour aller observer des étoiles. Mais tu me fais penser à quelque chose, c'est que quand j'étais allé faire des photos avec Pierre-Marc à Percé, on est remonté de nuit de Percé, puis on s'est arrêté dans le milieu du chemin, la nuit, parce qu'on voyait très bien le ciel. Et là, on s'est arrêté, puis on a sorti les appareils photo. On n'avait pas ce qu'il faut. Bah, lui, oui, là, mais moi, j'avais pas ce qu'il faut. Fait que j'ai pris mon téléphone, j'ai déposé sur son toit ouvrant. Il faisait noir, là, on voyait rien, toutes les lumières étaient éteintes, là. J'ai déposé sur son toit ouvrant, moi par en dessous du toit ouvrant, j'étais en dessous. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait tellement d'étoiles dans le ciel, pas autant, mais je tiens encore à le dire, pas autant que j'ai pu voir à La Réunion, là, au niveau de la Voie lactée, là. Mais j'ai posé le téléphone, j'ai mis en mode longue exposition, puis j'ai pu capter vraiment les images, les étoiles dans le ciel pendant ce court instant-là en mode longue exposition, sans bouger. Fait qu'on avait plus de luminosité qui rentrait, donc on pouvait voir davantage le ciel étoilé. Et ça, c'était magnifique. Mais, excusez-moi, ça ne battra pas ce que j'ai vu à l'île de La Réunion. Il faut que vous le voyiez pour que vous pouvez comprendre ce qu'on a vécu. Ah, on t'entend plus, Daniel. Ton micro est... Comme ça m'arrive si souvent. Donc, ouais, rendez-vous à La Réunion. Oui, il faudrait aller faire un tour à un moment donné. Ça, puis imagine un peu le paysage. Le volcan qui est en éruption et qui coule, qui coule. Et cette image-là de ciel avec la Voie lactée au-dessus. C'est... Fais juste imaginer ça. Faire là. Il y en a plein. Il y en a plein à faire comme ça. Puis je te montrerai des photos de ce style-là. Tu vas comprendre ce que je veux dire par c'est différent. Je suis convaincu. Puis effectivement, probablement la position au niveau des hémisphères, ouais. Ouais, je pense aussi. Puis tiens, en même temps, l'île de La Réunion, c'est une île. Ici, on est sur un continent. La pollution lumineuse, elle est plus grande. Là, l'île à 7000 km. Ouais, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose juste à côté, c'est l'île Maurice, mais c'est encore tout petit. Mais il n'y a rien autour à part l'île qui vient polluer le ciel. Il n'y a rien autour, c'est juste un petit caillou dans l'océan qui t'ouvre au ciel. Bon, c'est la guerre dans le chat, ça parle de Star Trek, ils sont pas contents. On parle du Python de la Fournaise, effectivement, oui, c'est un très beau Python à l'île de la Réunion. J'ai eu des questions dans le chat. Observatoire de lac mégantic. C'est quand on regarde le ciel, c'est reposant, je trouve, c'est grandiose et en même temps, on se sent tout petit. Oui, effectivement. On ne connaît tellement rien de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, selon moi, là. On connaît quoi? Même... C'est quoi Est-ce que tu as une idée du pourcentage de choses qu'on sait dans le ciel, Daniel? C'est un iota parmi... On ne fait que commencer. On était vraiment à la préhistoire de la découverte de l'espace.
C'est déjà compliqué d'envoyer un véhicule sur Mars, comme c'est arrivé avec Pathfinder récemment. Ce sont des grandes réussites. Mais avant on surmonte toutes les difficultés d'envoyer un être vivant là-bas, ça Mm. va être quelque chose. Fait qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Chaque nouvelle découverte est stupéfiante, va remettre certaines affaires en question. Il y a peut-être des théories qui vont tomber au cours des prochaines décennies, centaines d'années de sciences qui vont se développer. Mais oh oui, Il y en a, il y on en a connaît encore peu de tellement. choses. Mm. Al Frank qui nous dit c'est vrai qu'on se sent tellement tout petit, je me suis toujours demandé jusqu'à où s'étend l'univers et qu'est-ce qu'il y a et est-ce qu'il y a d'autres galaxies qu'est-ce qu'il y a dans les autres galaxies, pardon. Daniel, toi as-tu une idée, Jusqu'à ce qu'on ait une observation contraire à ça, les lois de la physique sont partout pareilles dans l'univers. La formation des étoiles va se passer sur certains processus. Après, la gravité, elle est la même partout où on se trouve dans l'univers. Donc, on dirait mathématiquement parlant, donc il devrait y avoir la même chose dans ces galaxies-là. Mais encore là, il peut y avoir des affaires qui vont se produire, mais c'est des univers tellement violents pour la plupart. Des endroits calmes comme le nôtre, il y en a, mais il y a beaucoup d'endroits dans l'univers où c'est les radiations. En fait, nous, on est chanceux. On est à la bonne distance de notre étoile, ni trop chaud, ni trop froid. On a une lune qui a stabilisé notre orbite. On a une atmosphère, un champ magnétique qui nous protège des radiations mortelles. Parce que dans le fond, dans l'univers, tout tend à détruire la vie. Et pourtant, à quelques endroits, il y a quelques îlots, en tout cas, ça a apparu sur Terre, mais je pense qu'il peut y avoir des conditions possibles, mais ça, c'est de la théorie. Je n'ai pas de mais c'est preuves encore, fou, hein, ouais. mais C'est fou les quand on lois y sont les pense. mêmes. C'est fou quand on y pense. Que tout soit aussi bien orchestré pour qu'il y ait la vie juste ici. Non. Ça va être une question qui va venir plus tard, là. Je sais que je l'ai vu passer. On va en parler. On a déjà parlé sur le live les dimanches du paradoxe de Fermi. Tu m'as dit que tu étais quand même familier avec ça, tu savais un peu c'était quoi. Tu en avais déjà entendu parler. S'il y a de la vie ailleurs, pourquoi on les a pas encore vus? Tu sais, tous les points là qu'on avait vus ensemble sur la chaîne par rapport au paradoxe de Fermi. Pour moi, c'est impensable qu'il n'y ait rien après. Daniel, je t'envoie dans le chat là, dans le Messenger, Daniel, la photo que je viens de te parler. On m'a trouvé ça. C'est une photo du volcan et juste au-dessus, on voit le ciel. Donc je te laisse regarder ça, puis je le passe aussi, tant qu'à être là, pour les gens qui sont dans le chat ici en ce moment. Là. Ah, c'est magnifique. C'est terrible. Puis là encore, tu sais, je trouve que ça rend pas à sa juste valeur le paysage. Mais voilà, vous avez une idée à quoi ressemble le ciel de l'île de la Réunion avec le volcan juste à côté qui coule à côté. Wow. Oui, effectivement. Bon, et on a parlé de l'exoplanète. Moi, je t'avais posé ma question? Oui, je t'avais posé ma question. Posez d'autres questions. Je vais revenir en mode entrevue. Comme ça, voilà. Donne-moi 30 secondes. Faut le voir en vrai, même sans matériel, se poser et lever la tête pour admirer ce spectacle. Oui, exactement, NF Dimi. Exactement ça. On a commencé à quelle heure d'année? Je peux regarder l'heure. On a commencé, il était... 8h30. 8h30? Il est 9h30? Heure. Ouais, ça fait 1 heure. On peut continuer de même, mais comme je te dis, on fait souvent entre 1 heure, 1h30. Moi, si de ton côté à toi, t'as d'autres points à apporter au niveau de l'exoplanète, puis les découvertes que t'as fait, ça me fait plaisir. Je te laisse la parole. Ouais, en fait, moi, j'ai pas sur cette chose-là, à part que d'avoir fait ces courbes-là, d'avoir constaté qu'il y avait une recherche sur le phénomène. Je pense que j'ai pas mal fait le tour là, pour cette question-là, mais
Je pense que dans l'avenir, je vais avoir envie de performer davantage. Là, c'est la caméra qu'il va falloir encore là, raffiner un petit peu pour aller plus loin. Si on veut faire de l'exoplanète, ça peut être compliqué. Là, j'ai été chanceux parce que les changements de magnitude sont suffisamment importants pour que je puisse le détecter. Mais le plus souvent, les exoplanètes sont détectées dans l'ordre des millièmes de magnitude pour plusieurs. Et là, ma caméra ne se rend pas jusque-là pour l'instant. Fait que, alors que j'augmente le nombre de bits sur ma caméra. Et Daniel, c'est quoi la suite des choses après ce genre de découverte-là? Qu'est-ce qui va se passer après pour conclure sur ce sujet-là? Bien probablement que lorsque les chercheurs auront complété leur recherche, il y aura quelque chose qui sera publié là-dessus. Puis, si c'est une découverte d'importance, on va en entendre parler un peu plus. Sinon, ben, les fans de découverte, d'émissions découvertes ou de ce qui se passe dans l'espace un peu, là, vont avoir peut-être un article qui va passer là, éventuellement. Bon, mais je te book déjà pour la prochaine fois, avant que tu deviennes trop populaire, puis que cette exoplanète porte ton nom. J'aimerais t'avoir avant que ça arrive. Ouais, alors avant qu'ils portent nos noms, là, pour l'instant, c'est des numéros de catalogue. Ouais, mais ça commence à quelque part. Mais est-ce que tu penses, Daniel, que ça va se faire dans les prochains mois, les prochaines années? Est-ce qu'on va en apprendre plus rapidement, ou ça peut prendre encore plus longtemps? Est-ce qu'on sera encore là, en fait? Pour les résultats de cette recherche en cours, on va être encore là, ça c'est sûr et certain. Mais donc, c'est en cours, puis ils sont déjà avancés dans l'idée des résultats qu'ils commencent à avoir. Ça correspond de plus en plus à ce qu'ils voient. Ce sont des débris rocheux qui passent devant l'étoile. Donc, pas d'extraterrestres jusqu'à maintenant. Et c'est un système planétaire trop jeune, de toute façon. Un bon endroit pour se cacher, justement, des observateurs humains. Cette information est à prendre avec des pincettes. Hein. Vous avez dans le chat la commande pincette, allez-y. C'était pas vrai, c'était pas vrai. En tout cas, c'est une histoire à suivre dans quelques milliers et millions d'années. Qu'est-ce qui arrivera dans ce coin-là de l'univers? Merci, Daniel, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir partagé cette découverte en avant-première. Ce n'est pas terminé, parce que j'aimerais, avec ta permission, exporter cette section-là de notre entrevue sur YouTube. Donc, le début, il y avait un petit message d'introduction avec la petite musique d'introduction fait par Antoine Fortin. Et là, comme l'entrevue est terminée sur ce sujet, je vais relancer le son, l'image, pardon, qui indique que nous étions en mode discussion. Et ensuite, on se reprend et on va poser les questions qui sont dans le chat. C'est bon? C'est bon. On revient dans quelques instants. Donnez-moi quelques minutes. Discussion, physique quantique et espace. Personne n'en parle. Avec Yann Gon sur Twitch.tv.